Dans les rayons du soleil levant se trouve un village magnifique, où les rires des enfants résonnent dans les rues pavées et les fleurs s'épanouissent sous le regard bienveillant des montagnes environnantes. C'est Konoha, le village caché des feuilles, un lieu de beauté naturelle et tape à l'œil. Dans les rues animées de ce village résonnent les pas agiles des ninjas tandis qu'ils se préparent pour leur mission périlleuse et leur combat héroïque. Les murmures des feuilles dans le vent portent les histoires de leurs exploits courageux et de leurs victoires glorieuses, faisant de Konoha un phare d'espoir pour ceux qui cherchent la protection sans faire d'histoire. Pourtant, derrière cette façade de courage, de détermination, de perfection et de lumière, se cache une réalité plus sombre. Les ombres des conflits passés se profilent encore dans les coins reculés du village, tandis que les secrets et les complots se tissent dans les coulisses du pouvoir. Les rues tranquilles révèlent parfois des visages hantés par le chagrin et la douleur, témoins silencieux des sacrifices nécessaires pour préserver la paix fragile à Konoha. Les ténèbres de la guerre et de la rivalité ninja planent toujours sur le village, menaçant de déchirer le tissu fragile de la paix. Les blessures du passé hantent les cœurs des ninjas, tandis que les alliances fragiles se brisent sous le poids des intérêts politiques et personnels. Konoha, malgré sa beauté éclatante, abrite une dualité troublante qui rappelle que même les endroits les plus lumineux peuvent avoir leur face cachée. C'est un village de contraste où la lumière de l'espoir et l'ombre du conflit se côtoient dans une danse complexe reflétant la lutte éternelle entre le bien et le mal dans le monde des shinobi. Vous l'aurez compris, Konoha n'est pas l'entité politique parfaite qu'on nous a promis, mais plutôt une puissance militaire ayant un passé aussi sombre qu'un œil après une baffe, et dont l'avenir est aussi mal barré qu'une faute d'orthographe. Aspros le poète, qui fait des pirouettes linguistiques de type poète-poète. Oui bon, vous avez l'habitude maintenant des intros bien badass, donc on va pouvoir commencer. Le village de Konoha est le berceau de l'intrigue de ce manga cultissimement culte qui est Naruto, donc forcément qu'on a un petit attachement particulier avec. Dès qu'on voit un événement majeur, un récit du passé ou une projection de l'avenir, c'est quasi tout le temps Konoha qui est impliqué d'une façon ou d'une autre. Et comme il s'agit du berceau de nos héros et qu'on est dans un shonen, il fallait faire de Konoha un endroit plus lumineux et plus droit que les autres. Et c'est d'ailleurs ce qui a été globalement montré. On nous parle des conflits à travers toute l'œuvre, mais on voit que Konoha a surtout tout fait pour privilégier le dialogue, la compréhension d'autrui, la paix intervillage, etc. Essayez de vous souvenir de scènes qui mettent en avant les interactions de Konoha avec le reste du monde et vous verrez que l'auteur a tout fait pour nous présenter Konoha comme le numéro 1 des villages. Par exemple, au conseil des 5 Kage, Gaara il a indiqué qu'il avait voulu se réunir avec les autres villages et que seul Konoha a accepté. Quand Kumo a tenté de voler le Byakugan, Konoha a laissé couler pour éviter d'autres conflits. Quand Suna et Oton ont attaqué Konoha, Hiruzen était en mode on peut trouver une solution, ça m'ennuierait de t'humilier devant tes gars, tu sais. Donc oui, il y a une attention toute particulière de l'auteur pour montrer que Konoha est un village prônant la paix, l'écoute mutuelle et tout le tralala habituel des entités parfaites. Ceci dit, là où l'auteur a été fort, c'est qu'il a presque réussi à nous faire passer Konoha pour un village de saints, alors qu'en vrai, si on se dit la vérité, Konoha il a quand même un sacré palmarès. Genre, ils ont de bons arguments pour dire qu'ils ne sont pas si lumineux que ça. Et vous allez le voir, j'ai des exemples très parlants. Déjà, quel meilleur moyen d'introduire le sujet avec l'exemple du massacre du clan Uchiwa? Parce que cet événement est l'un des événements fondateurs du manga Naruto au sens très large. Il a eu un impact énorme sur la narration, sur les personnages et évidemment sur les lecteurs, c'est-à-dire nous. Sauf que là, c'est pas simplement la décision d'éliminer le clan qui va être analysée, mais le pourquoi du comment du que quoi du pourquoi on a dû en arriver à de telles extrémités. À la base des bases, les Uchiwa et les Senju étaient des rivaux de guerre. C'était les clans les plus puissants et dès que l'un participait à un conflit, l'autre était missionné. Sauf qu'Hashirama et Madara étaient des amis d'enfance qui avaient pour but de créer un endroit où tous les ninjas pourraient y vivre en paix. Après moultes affrontements, les deux clans se sont alliés, Hashirama est devenu l'Hokage et la paix entre les deux clans a été instaurée. Sauf que Madara s'est laissé corrompre par le côté obscur de la force et il s'est fait soulever par Hashirama. À ce moment-là de l'histoire, Madara était censé être mort. Les Uchiwa et les Senju ont donc continué de vivre ensemble pendant les décennies qui ont suivi et tout semble indiquer que sans le fauteur de trouble qu'était Madara, tout allait être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que non, et évidemment, fallait pas être aussi candide. Tobirama connaissait Madara mieux que personne et quand il a pris le pouvoir, il a décidé de placer les Uchiwa à la tête de la police de Konoha. Son but à lui était de surveiller au maximum les Uchiwa pour éviter qu'un nouveau Madara apparaisse et vienne détruire l'équilibre du village et par extension l'équilibre du monde. Après, c'est pas forcément une mauvaise idée. Il donne aux Uchiwa un rôle important dans le fonctionnement d'une entité politique comme un village et ça lui permet d'avoir un œil sur eux pour éviter toute bavure policière. Le terme étant bien choisi. Et ça, vous voyez, ça permet de tout faire. Sauf que les Uchiwa ont capté les intentions du deuxième Hokage et c'est pas passé. Les Uchiwa ont trouvé ça injuste que le gouvernement de Konoha ne leur fasse toujours pas confiance alors qu'ils sont censés être des frères d'armes qui agissent sous la même bannière. Uchiwa, Senju, au final on s'en fout un petit peu. C'était des ninjas de Konoha, mais l'Hokage les a traités comme des menaces, donc ils n'ont pas apprécié, ce qui a créé la première tension post-Hashirama Madara entre les Uchiwa et le reste du village. Pour reprendre un événement majeur de Saint Seiya Lost Canvas, on peut appeler cette décision la petite goutte de ténèbres dans le scénario parce que cette petite décision a eu un impact colossal sur le reste de la narration. Et souvenez-vous que les petites gouttes font les grandes rivières. Donc à la suite de cette petite goutte de ténèbres, Tobirama crée de la méfiance et du ressentiment chez les Uchiwa qui pensaient ne pas mériter tout ça. Cependant, ils ont quand même fait leur boulot de manière professionnelle en faisant fi de tout ça. Ils ont accepté leur position délicate et ils se sont montrés fidèles à leur patrie. Et puis, un autre événement majeur de Naruto a eu lieu, l'attaque de Kyuubi sur le village. Pour rappel, Obito est venu au moment de l'accouchement de Kushina pour lui extraire Kyuubi et raser le village. Après la fin de cet événement qui a eu pour conséquence la perte du Hokage, la situation est devenue explosive. Des rumeurs voulaient que ce soit les Uchiwa qui ont utilisé leur pupille pour contrôler Kyuubi lors de cette attaque. Alors techniquement oui, c'est un Uchiwa qui l'a fait, mais c'est pas les nôtres. Nous les nôtres ils étaient absents, ils étaient sûrement chez l'opticien. Bref, le plus important à retenir est qu'après l'attaque de Kyuubi, des rumeurs ont circulé. Les Uchiwa étaient devenus les principaux
principaux suspects aux yeux de certaines personnes et surtout aux yeux du gouvernement. Et là, maintenant qu'on a le contexte, je suis désolé, mais Konoha est extrêmement mal géré depuis le tout début de l'ère de Tobirama. Tobirama ne faisait pas confiance aux Uchiwa dans leur globalité. Bien sûr qu'il y avait des Uchiwa de confiance comme Kagami, mais il savait qu'au vu de leur tempérament, un nouveau Madara pourrait apparaître. Donc lui, il a décidé de leur donner le mauvais rôle pour les surveiller, mais ça a donné une raison au peuple pour les haïr gratuitement parce que ceux qui font office d'autorité sont souvent décriés. Tobirama est celui à l'origine de la méfiance du peuple envers les Uchiwa parce que c'est sa décision qui a versé la petite goutte de ténèbres dans la narration. Après oui, peut-être que prendre le risque que les Uchiwa se rebellent, c'est mieux que de prendre le risque qu'un nouveau Madara apparaisse. Mais faut pas oublier également que les décisions extrêmes n'étaient pas obligatoires à ce moment-là de l'histoire. Jusqu'à preuve du contraire, les Uchiwa ont toujours été très fidèles au village. Même à l'ère de Tobirama, on n'a pas d'écho sur des Uchiwa rebelles ou dangereux, donc aucune raison de se méfier d'eux en dehors de la crainte inspirée par Madara. Tobirama pense que les Uchiwa se laissent guider par leurs émotions et qu'au moindre problème, ils vont se transformer en Madara, mais je pense qu'il s'agirait de doser. Oui, c'est une possibilité, mais non, ce n'est pas la seule possibilité. Des ninjas comme Kagami, Itachi ou Shisui en sont la preuve. Donc mettre les Uchiwa à l'écart en se méfiant d'eux et en leur montrant, c'est pas vraiment le meilleur des plans. Ça a juste enclenché de la méfiance et de la haine du peuple vers les Uchiwa juste à cause de la crainte de Tobirama de devoir gérer un nouveau Madara. Après oui, ça se comprend un petit peu, genre lui il a vu Madara en action, il sait que si un autre Madara apparaît, le monde il est foutu. Mais justement, persécuter les Uchiwa de la sorte ne peut que créer de la haine des Uchiwa vers le village. À aucun moment il s'est dit que les Uchiwa allaient juste accepter de se faire traiter comme ça indéfiniment. Ou alors il est vraiment stupide et ça c'est quelque chose que je peux pas croire. Selon moi, il était dos au mur. Il devait prendre une décision pour les gérer tout en les gardant près de lui en faisant en sorte qu'ils restent affiliés au village. Les mettre à la tête de la police du village était un plan temporaire le temps que la situation évolue. Il agit au fil des informations qu'il a et s'il voit une autre possibilité se dessiner par la suite, il va gérer différemment. Je pense donc qu'il ne s'est pas dit que ça allait suffire mais qu'il allait plus ou moins refiler la patate chaude à la génération suivante. Et que cette explication soit vraie ou fausse dans son esprit ou dans la tête de l'auteur, c'est malheureusement ce qui est arrivé dans le manga. Il a créé de la méfiance des deux côtés et c'était à la génération d'Hiruzen de reprendre le boulot. Forcément qu'il pouvait pas faire de miracle. Et pourtant, ça partait bien. Hiruzen était à la tête du village et lui il a toujours mis un point d'honneur à privilégier la discussion. Il voyait même les Uchiwa comme ses camarades et c'était le seul des quatre à toujours vouloir une autre solution que la plus extrême. Sauf que le pouvoir à Konoha est assez spécial, on y reviendra. Bref, je pense que Konoha et les Uchiwa allaient finir par trouver un terrain d'entente à un moment donné, genre Hiruzen aurait accordé plus de confiance aux Uchiwa. Et même si les trois autres conseillers auraient posé problème, le fait d'être soutenu par un dirigeant aurait sans doute poussé les Uchiwa à rester un petit peu plus chill par rapport à tout ça. Et plus ils le seront, meilleure sera leur image dans la tête des gens, donc moins d'exclusion, moins de doutes, etc. Sauf qu'évidemment, il y a eu l'attaque de Kyuubi qui a mis le feu à ce barbecue qu'est Konoha. À partir de là, peu importe la bonne volonté d'Hiruzen, les Uchiwa ne pouvaient que se sentir comme des parias vu que tout le monde les soupçonnait pour rien. Et là, on en revient au manque de confiance de la part des dirigeants envers l'un des clans fondateurs, l'un des piliers du village. Parce qu'en vrai, si les dirigeants avaient eu foi dans les Uchiwa, ils auraient pris les dispositions nécessaires pour faire que cette attaque ne soit pas mise à leur crédit. Danzo, Omura et Koharu étaient vraiment en mode « Le problème c'est les Uchiwa, on peut pas exclure que ce soit eux, ils veulent prendre le contrôle du village et patati et patata ». Et du coup, cette méfiance s'est accentuée du côté des habitants du village et la haine des Uchiwa a grandi jusqu'à arriver au point de non-retour. Et par point de non-retour, je veux évidemment parler du coup d'état fomenté par les Uchiwa. Et si on se dit la vérité, les Uchiwa ne sont pas responsables de ce coup d'état malgré leur implication sans équivoque. La responsabilité est à mettre au crédit des dirigeants qui n'avaient pas suffisamment confiance dans les Uchiwa. Seul Hiruzen l'avait, mais je pense que lui-même ne pouvait pas exclure cette possibilité, donc il s'est laissé séduire par Danzo et son charisme. Et c'est même pas une blague. Danzo est extrêmement persuasif et il s'est tapé là où ça fait mal, et on en a eu la preuve avec la racine. Donc le gouvernement de Konoha est responsable de la tentative de coup d'état des Uchiwa parce qu'ils les ont toujours exclus et ont toujours été méfiants envers un clan qui n'avait que pour objectif de servir leur patrie. Konoha n'a pas été capable de simplement croire dans les membres de cette famille de ninjas, ce qui a eu pour conséquence une rébellion. Bon après vous connaissez la suite, pas besoin de développer énormément tous les événements qui conduisent au massacre du clan. Par contre, on peut vraiment critiquer la décision en elle-même, à savoir d'éliminer femmes, enfants et innocents de ce clan. Du moins oui et non. En fait, la décision finale a été prise par le conseil parce que c'était le dernier espoir. Shisui avait bien indiqué qu'il n'y avait plus moyen de revenir en arrière et que le coup d'état était imminent. Plus possibilité de négocier et pas le temps de trouver une autre solution, donc éliminer le clan était la meilleure des fins pour Konoha. Par contre, on ne peut pas nier le fait que la gestion des Uchiwa post-Hashirama compte parmi les heures les plus sombres de l'histoire de Konoha. Maintenant, c'est quand même assez difficile de définir un responsable. On peut se dire que Tobirama, donc en excluant les Uchiwa, était la goutte de ténèbres de cette histoire. Mais quelque part, cette méfiance de Tobirama est née de la trahison de Madara. Et quand il a confié le village à la génération suivante, bah c'était compliqué de remettre ça sur de bons rails à coups de baguette magique. C'était pas impossible, mais ça partait très mal et la génération d'Hiruzen n'était pas aidée. Et ça tombe bien, c'est l'élément sombre suivant. Un autre élément sombre, du moins qui est assez problématique au village, c'est le régime politique. À Konoha, le régime politique est basé sur un système de démocratie représentative avec une forte influence du système féodal traditionnel. Le village est dirigé par un Hokage qui est élu via un conseil qui réunit le daimyo et les hauts placés. De là, le Hokage est à la fois le chef politique et le commandant en chef des forces militaires du village. Par contre, même si le Hokage détient pas mal de pouvoirs, il reste soumis à des contrôles et des contre-pouvoirs, notamment le conseil des anciens composé des membres influents de la société de Konoha. Aussi,
Ici, les décisions importantes telles que la déclaration de guerre ou la modification des lois nécessitent souvent l'approbation du Conseil des Anciens. Dans l'ensemble, Konoha fonctionne comme une société démocratique où les citoyens ont une voix dans le processus décisionnel, mais où le leadership est confié à des individus compétents et respectés tels que l'Hokage pour assurer la stabilité et la sécurité du village. Alors, de base, ce système est assez classique dans notre monde d'aujourd'hui vu que c'est un petit peu le système politique français. Par contre, là où ça fonctionne plus ou moins bien dans notre monde à nous, c'est un petit peu différent de celui de Naruto. Bah oui, vu que dans le monde de Naruto, les contre-pouvoirs sont moins établis, on n'a pas la sécurité du régime français là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République exerce un rôle important dans le processus législatif, c'est-à-dire de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de la Constitution. Par contre, il est limité à ce rôle et ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas voter lui-même des lois ou modifier la Constitution. Bon oui, je fais très simple ici parce qu'en vérité c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est un peu leur sujet dans la vidéo. Et quand bien même le président commence à faire n'importe quoi, il peut se faire bloquer à cause du principe de séparation des pouvoirs. Le Parlement peut adopter une motion de censure contre le gouvernement, y compris le président et son gouvernement. Si la motion de censure est adoptée par une majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, le gouvernement est contraint de démissionner, ce qui peut entraîner de nouvelles élections législatives. On a donc un chef d'État qui a des pouvoirs, mais pas totalement, ce qui empêche le président et ses ministres de faire des dingueries. Bon, je devrais dire de faire encore plus de dingueries, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. Sauf qu'à Konoha, ce système de sécurité n'est pas si solide que ça. Le Hokage possède une bonne partie des pouvoirs, mais dans le cas d'Hiruzen, les décisions importantes étaient prises avec le Conseil des Anciens. Et je sais pas si je devrais dire heureusement ou malheureusement, mais chacun avait un poids non négligeable dans le processus décisionnaire. Alors, ça peut être une bonne idée parce qu'on voit bien ce qui se passe quand une seule personne possède les pleins pouvoirs, mais le problème c'est que ça privilégie la majorité au bon sens. Genre, Hiruzen a vraiment cherché à privilégier le dialogue avec les Uchiwa, mais Danzo était complètement contre et il a réussi à persuader les deux autres qu'il avait raison. À partir de là, même si Hiruzen était le Hokage, il pouvait pas agir tout seul. Et quand un élément perturbateur comme Danzo est présent, il faut gérer avec parce que c'est le fondement même du régime politique de Konoha. Peut-être que s'il avait été seul, la situation aurait été différente. Certains vont dire qu'Hiruzen, sans les magouilles de Danzo, aurait pu mettre un terme au conflit avec les Uchiwa vu qu'au final, c'est ce qu'il voulait. Il aurait tout fait pour leur accorder sa confiance et les Uchiwa auraient pu apprécier. Mais d'un côté, il semblait aussi un petit peu trop doux et il manquait de fermeté, d'où l'importance du gentil Danzo ici. En bref, le système politique du village de Konoha est assez proche du système français. Le fait que l'immense majorité du pouvoir est détenue par 4 personnes a été problématique ici, puisque l'un d'entre eux a pu faire passer ses idées morbides assez facilement. Je ne dis pas que c'était pas le bon choix, mais c'est incontestablement l'une des raisons qui font de Konoha un village avec une part assez sombre de son histoire. C'est un sacré morceau. Mais bon, comme indiqué à plusieurs reprises, le massacre du clan et tout ce qu'il y a autour a été l'événement majeur de Naruto. Par contre, ce n'est pas la seule goutte de ténèbres dans cette rivière de sombritude. Le reste sera quand même bien plus bref, mais bon, bref ne veut pas dire joyeux bisounours arc-en-ciel. Par exemple, Naruto. Alors, je sais que c'est un trait commun en Jinchuriki en général, mais osez me dire que le fait d'ostraciser un enfant parce qu'il possède en lui de manière involontaire le démon responsable de la quasi-destruction du village, c'est normal. Oui bon, je sais que dit comme ça, j'avoue, ça sonne un petit peu légitime, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est presque révoltant. Naruto est né, on lui a pas demandé son avis, et il a fini sa première journée avec un giga démon dans le bide, ce qui provoque la haine de 99% des villageois sans même qu'on le lui explique. L'histoire même de la solitude de Naruto vient de là. Pas de parents et tout le monde qui le rejette, donc solitude. Après, est-ce que c'est justifié? Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais le principal problème, c'est que les habitants ont peur de Kyuubi. Ils ont peur que le sceau se brise et que l'enfant qui l'abrite ne soit pas capable de le contrôler, ce qui pourrait faire en sorte que le démon attaque une nouvelle fois le village. Ils n'agissent donc pas par méchanceté, mais par peur. Bon, après, les deux peuvent être liés, genre les gens qui ont vécu l'attaque de Kyuubi et qui ont perdu des proches peuvent ne pas dissocier le démon renard de Naruto, donc répercuter toute leur haine sur lui. C'est même un petit peu le concept de base d'ailleurs. Les gens ne voyaient pas Naruto comme un enfant, mais comme le démon renard, ce qui fait que tout le monde le détestait. Donc oui, on peut comprendre leur décision d'ostraciser Naruto, mais je pense que la barrière entre le rejet et la haine est beaucoup trop fine ici. Ça reste l'histoire d'un enfant qui n'a jamais rien demandé et qui s'est fait exclure de tous sans jamais être mis dans la confidence. Si Naruto avait su que c'était l'hôte de Kyuubi ou le fils du 4ème Hokage, il aurait pu être en danger vu que cette information serait arrivée aux oreilles des autres villages ou tout simplement aux oreilles de mauvaises personnes. Donc que ce soit le pourquoi ou le comment, ça justifie, mais faut reconnaître que c'est un petit peu tendu quand même parce que c'est justifié de persécuter un enfant innocent sous le voile de la peur. Ah là là, tout ce qui tourne autour des Uchiwa et de l'attaque de Kyuubi est vraiment sombre. Heureusement que le reste va être plus léger, hein. Hein? Non? Bon... On a également les expériences qui sont faites sur les humains et je pense que c'est assez évident que l'existence d'Orochimaru n'a pas aidé à montrer Konoha comme un gentil village tout mignon. Orochimaru a voulu acquérir les capacités du premier Hokage, donc il a fait des expériences sur des enfants pour d'abord voir si la greffe pouvait prendre. Il a kidnappé quelques enfants, genre... allez, 60, tranquille. Pour cette expérience, et seulement un a survécu, Yamato. Et d'ailleurs, au tout début de l'œuvre, on voit même Orochimaru faire des expériences sur des adultes, donc c'est pas la première fois où il a bafoué les principes fondamentaux de la vie humaine pour la science. Pour sa science. Pour son intérêt à lui tout seul, ce gros égoïste.
Là aussi c'est quand même assez chaud parce qu'il faut se rendre compte que les autres éléments étaient justifiables si on adopte un point de vue non manichéen. On peut comprendre la méfiance envers les Uchiwa par Tobirama, on peut comprendre le massacre du clan, on peut même presque justifier l'ostracisation de Naruto. Mais par contre, justifier des expériences sur des nouveau-nés, sur des innocents, ça c'est un poil plus complexe quand même. Non seulement Orochimaru a été quand même assez loin en s'en prenant à des enfants, mais il a tout fait ça dans le but de devenir lui-même plus puissant. Encore, si ça défendait l'intérêt du village, j'aurais pu dire que c'est un univers différent du nôtre avec ses propres mœurs. Mais là, comment tu justifies ça de bonne foi? Bah, la seule façon de se raccrocher aux branches, c'est de se dédouaner d'Orochimaru en disant que lui c'est un déserteur et que Konoha ne doit plus être associé à cette vermine. Sauf que nous, on sait que la terre d'accueil d'Orochimaru, c'est Konoha, donc on ne peut qu'associer ses actes à ce village. Si Orochimaru avait été pris en charge assez rapidement par quelqu'un d'apte à le rassurer sur sa phobie de la mort, peut-être qu'il n'aurait pas aussi mal tourné. Oui, Orochimaru semble être inhumain, mais il s'agit en réalité d'un personnage qui ne vit que par sa peur de la mort. Mais les enfants peuvent être sauvés, et je pense qu'avec les bons mots, même Orochimaru aurait pu devenir un défenseur de la veuve et de l'orphelin. Sauf qu'ici, effectivement, c'est lui qui crée les veuves et les orphelins, donc bon. Après, je me dis qu'en dehors d'Hiruzen, qui aurait pu s'occuper de lui? Parce qu'Hiruzen était Hokage, donc forcément qu'il avait pas énormément de temps à lui consacrer, mais c'est toujours mieux que si ça avait été Danzo. Je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, Hiruzen ne l'a pas éliminé quand il en avait l'occasion, donc ça rajoute une ligne sur le super CV de Konoha ici. Ensuite, on a un autre élément qui démontre que les relations dans Konoha ne sont pas forcément très supervisées. Et par pas forcément, je veux dire carrément pas du tout. Parce que le clan Hyuga, sérieux, il y a vraiment un village qui accepte ce genre de pratique? Et oui, je sais que beaucoup vont me dire que ce sont leurs coutumes, il y a une branche principale et une branche parallèle, et que le village n'a pas imposé sa vision des choses à une famille. Et là, je vais vous rappeler deux choses. Deux choses que vous savez sans doute, mais deux choses que vous n'avez pas interprétées comme mauvaises, mais qu'ils sont. Déjà, vous vous rendez compte que la branche parallèle a été réduite en esclavage par la branche principale? Parce que c'est littéralement la définition de l'esclavage là. L'esclavage, c'est une pratique dans laquelle une personne est considérée comme la propriété d'une autre et est soumise à des conditions de travail forcé, souvent sans rémunération et sans droits légaux ou humains. Les esclaves sont généralement privés de leur liberté et sont contraints de travailler pour leur propriétaire. Ça vous rappelle personne? La branche parallèle se doit d'obéir à la branche principale, à la protéger, à travailler pour elle, et ils ont même un moyen de pression pour les faire abdiquer. Alors oui, peut-être que je grossis un petit peu le trait, parce qu'en dehors des relations familiales, sociales et politiques, on observe surtout une hiérarchisation des deux camps. La branche principale, c'est le prestige, c'est la gloire, la puissance, le petit macaron pistache, alors que la branche principale, c'est une tartelette à la fraise Eco+. Non, en vrai, faites pas genre, je sais que vous aimez. Donc oui, ce traitement d'une partie de la famille sur l'autre est clairement quelque chose dont Konoha ne peut pas être fier, mais c'est encore plus terrible de se dire que ce dernier n'a absolument rien fait pour eux. Konoha laisse agir les clans à leur guise pour s'occuper eux-mêmes des lois interfamiliales. Et ça peut vous sembler logique. Mais non. Si je décide de battre ma femme et que je justifie ça à un flic en disant que c'est comme ça que ça marche chez nous, je doute que sa matraque et ma tête n'auront pas une relation très intime dans les 15 prochaines secondes. C'est bien d'avoir des règles à l'intérieur d'un clan, genre des sortes de traditions ou de coutumes, mais il faut pas que ces dernières outrepassent les lois du village. Parce que cet arrive là, tout le monde fait ce qu'il veut dès lors qu'il agit sous l'égide de son clan. Ouais, vraiment, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi ça n'a jamais posé plus de problèmes que ça aux dirigeants. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient leur attention tournée vers les Uchiwa et qu'ils n'avaient pas le temps de gérer tout le monde? Ou est-ce que parce que Konoha valide les méthodes des Hyuga en se disant que ça reste la famille la plus prestigieuse de Konoha? Genre, leur mettre des bâtons dans les roues pourrait les inciter à ne plus faire affaire avec Konoha, et déjà que ça allait mal avec les Uchiwa, fallait pas mettre de l'huile sur mémé dans les orties. Difficile à dire. Et enfin, le dernier élément sombre de cette vidéo, mais probablement pas dans l'œuvre, la volonté d'Hashirama qui n'est pas respectée. Petit retour en arrière. Hashirama et Madara ont grandi dans une période où le monde était en guerre permanente. Pour continuer de se battre, tout le monde était envoyé, y compris les enfants qui apprenaient sur le terrain. Vu qu'ils étaient inexpérimentés, faibles et tout le tralala, ils mouraient assez vite, ce qui a causé une forte diminution de l'espérance de vie, et beaucoup d'enfants sont nés pour mourir dans les 10 premières années de leur vie. Youpi! Hashirama et Madara ont connu la perte de leurs frères, donc ils se sont dit qu'ils allaient créer un village à eux où les habitants seront protégés et où les enfants n'auraient plus à être envoyés au front pour y mourir. Le but d'Hashirama et Madara était donc de protéger à tout prix les enfants qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent emboucanés dans un conflit qui les dépasse totalement. Et pire, ils se retrouvent emboucanés avec très peu de chances de survie vu leur manque de formation. Envoyer les enfants à la guerre était un élément qu'il fallait absolument combattre et c'est ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi on continue d'envoyer des enfants sur le terrain pendant la troisième grande guerre? On a beau les former, ça reste que des enfants qui devraient être tenus loin de ce genre de conflit pour former la génération suivante. Je sais qu'en temps de guerre, les ressources humaines manquent assez rapidement, mais il y avait quand même d'autres moyens pour pallier à ça. Parce qu'on ne me dise pas que l'équipe Kakashi était prête pour la guerre. Obito avait les mêmes stats que le tout premier Sasuke qu'on a eu dans le manga, alors que lui on hésitait à l'envoyer dans une mission de rancée, donc c'est clairement pas suffisant pour aller guerroyer. Surtout avec un 1 en intelligence. Et d'ailleurs, premier ennemi et l'équipe Kakashi perd directement un membre, donc non, ils avaient rien à faire sur le terrain. Je pense que Konoha a dû envoyer la limite de la limite des enfants, genre les plus vieux enfants possibles et surtout les plus compétents. Mais ça n'empêche quand même que l'un des fondements même du village était de ne pas faire subir les décisions des adultes aux enfants et que ça n'a pas été respecté. Les enfants ont continué d'aller sur le champ de bataille, on continue de perdre la vie dans un conflit qui les dépasse, c'est bien triste. Oui, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais on peut pas se réjouir d'une simple diminution là où l'objectif était la suppression totale des enfants sur le terrain. Dans le sens où on les envoie par un pas, on les supprime en mode on met un terme à leur vie. Même si c'est techniquement ce qui s'est passé dans Naruto. Bref, Konoha est un village qui a fait face à pas mal de difficultés à travers les époques et qui a essayé de se dépatouiller comme il a pu. Objectivement, la gestion des Uchiwa était vraiment galère et je pense que très peu de scénarios leur auraient permis de survivre. Du coup, Konoha a dû gérer avec une patate chaude pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit trop brûlante pour être tenue. Et une fois les mains brûlées, plus moyen de les utiliser correctement.
Venez, on fait une raclette tous ensemble. Je vous invite là, ça m'a donné envie. Mais allez, si je devais conclure, je dirais que Konoha a effectivement connu des moments bien sombres, mais a surtout été victime du scénario qui s'est acharné sur ce village encore et toujours. Au vu des circonstances, que le village soit toujours vivant, toujours debout, rassurez-vous, c'est une sacrée performance. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous. Et la prochaine fois au programme, vidéo ultra chill.